Nous allons passer, merci beaucoup pour ces explications, Véronique, aux erreurs médicamenteuses. Sur ce critère, dis-moi peut-être si la maîtrise de l'utilisation des médicaments à haut risque, il a évalué avec ce critère-là sur la prévention des erreurs médicamenteuses. Quelles sont les nouveautés que l'on peut voir sur ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si on peut parler de nouveauté, mais peut-être d'une approche complètement différente. Ça, c'est sûr. On ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de juste baser son approche de maîtrise des erreurs médicamenteuses par des règles de stockage et une liste affichée. Clairement, là, c'est l'évolution que veut souligner la Haute Autorité de Santé. En gros, si je devais résumer les items de ce critère, il faut s'assurer, l'essentiel, c'est de s'assurer que les professionnels, quels qu'ils soient, directement impliqués dans ce process, les prescripteurs, les pharmaciens et ceux qui administrent les médicaments, perçoivent réellement les risques d'exposition de leurs patients à des erreurs médicamenteuses. Ça passe par quoi? Ça passe par, est-ce qu'on se forme à la prévention du risque médicamenteux? Alors, vous le verrez sur la diapositive d'après, mais j'en dis quelques mots. La formation, c'est pas forcément des amplis tout plein. Ça peut être aussi la multiplication des retours d'expérience. Ça peut être aussi des dispositifs ludiques en s'associant et en se veillant à ce que ce soit pluriprofessionnel. Je reviens sur la diapositive précédente. Ça passe aussi par ce fameux enjeu qui est connaître les outils à ma disposition, moi prescripteur, moi pharmacien, moi soignant, qui me permettent de moins m'exposer aux risques, notamment par rapport aux médicaments les plus à risque. Certes, le stockage, mais lorsque je prescris, lorsque je dispense et enfin lorsque j'administre, peut-être des doubles contrôles, peut-être des ABAC pour m'aider à mieux comprendre la règle de 3. Voilà, c'est tout ça qui est recherché. Cette liste des médicaments les plus à risque concernant mon activité est maintenue, ne serait-ce que par la pédagogie sur laquelle elle s'appuie, puisqu'il faut l'établir de manière collégiale, ensemble, au regard des problématiques auxquelles je suis exposée. Donc, ce qui est particulièrement regardé, c'est comment elle est construite, comment elle est réfléchie, avec qui, et surtout, est-ce qu'elle évolue? Parce que ça ne peut pas être figé. Le circuit de tout ce qui est préparation des médicaments dans des atmosphères contrôlées sera investigué, cela, et je laisserai mon collègue en parler. Et enfin, un point important, les erreurs médicamenteuses. Comment investiguer ça en visite? Déjà, ne serait-ce qu'on va regarder le taux d'événements indésirables et quelle part les erreurs médicamenteuses prennent dans ce taux global d'événements indésirables à l'échelle d'un établissement. Et pas que le taux, pas qu'un chiffre. Qu'est-ce qui est déclaré? Est-ce que ce sont systématiquement les indisponibilités du médicament qui sont déclarées? Certes, c'est intéressant. Ou est-ce que vraiment il y a de réels incidents qui sont traités, analysés pour en tirer un enseignement? Diapositive suivante, donc j'en ai parlé, c'est sur les formations. Diapositive suivante, je ne sais plus. Les moyens de maîtrise, je revenais un peu sur ces essentiels, je vais essayer de l'illustrer tout à l'heure. Certes, c'est connaître les médicaments qui nous semblent les plus à risque. Il y a une petite faute de frappe. Est-il nécessaire encore de convaincre tout le monde de la nécessité de partager sur des médicaments à risque au regard des contextes? Chez certains, ça va être le médicament que j'utilise tous les jours. D'autres, ça va être possiblement un médicament que j'utilise ponctuellement. Mais ça restera toujours un médicament à risque selon la définition reconnue, à savoir une marge thérapeutique très étroite qui va compliquer, qui va être à l'origine d'événements indésirables graves. Les mesures de prévention, elles sont multiples, j'en ai donné quelques-unes ici. Ne pas oublier la récupération, les antidotes, encore faut-il qu'ils soient connus et à disposition. Et enfin, un autre indice aussi pour mesurer la culture du signalement dans l'établissement, est-ce que par exemple, dans votre règle du jeu de la gestion des événements indésirables, un critère de priorisation pour mener des RMM, des CREX ou des remèdes est à chaque fois que c'est un médicament à risque. Merci beaucoup, Véronique. C'est vrai que nous avons eu de nombreuses questions sur les médicaments à risque. Là, je m'adresse à tous les deux, Véronique et Christophe. Faut-il une liste adaptée de médicaments à risque? Et est-ce qu'une liste de médicaments à risque dans chaque unité ou par pôle peut-elle suffire? Et Alors, oui, vas-y, après je Ah oui, reviens. peut-être là, dans la méthode, rappelez-vous qu'il y a un temps de rencontre avec la gouvernance de la prise en charge médicamenteuse qui ne se résume pas au RSMQ, hein. Au contraire, déjà rien que là aussi, vous allez donner un peu l'image de comment vous portez cette thématique à l'échelle de l'établissement. Est-ce que vous la réduisez, et j'utilise volontairement ce mot, à un pharmacien, ou est-ce qu'au contraire, il y a un collectif, puisque la prise en charge médicamenteuse, c'est plusieurs acteurs. Et cette question de la liste, comment vous l'avez construite, est-ce qu'elle est unique, est-ce qu'elle est générique, est-ce qu'elle est détaillée par
pôle, par service ou alors par population, pédiatrie, population vulnérable, par secteur d'activité à risque. Elle est posée à la gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'établissement s'est saisi de ce sujet et comment il le porte à l'échelle de l'établissement. Merci beaucoup, Véronique. Donc, en complément, quel est le nombre d'événements indésirables graves qui a été évité en France depuis la mise en place des médicaments à risque? Alors, en fait, sur ce sujet bien spécifique, il n'y a pas en fait vraiment d'études spécifiques sur ce sujet-là, sur cette thématique, même si, alors, on a l'étude ENEIS 3, hein, qui ne ciblait pas spécifiquement les médicaments à haut risque, mais qui suggère quand même entre 2009 et 2019, c'est-à-dire grosso modo la période où nous, en France, on a commencé à s'y intéresser, une réduction des EIGS évitable. L'utilisation en fait de ces listes de médicaments risques pour en fait cartographier les risques et prioriser des actions de sécurisation, il faut bien savoir que c'est pas une spécificité française en fait. Ça vient des travaux de l'ISMP, ça a été repris dans de nombreux pays, dont la France. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre les gens qui participent aujourd'hui de l'importance et de l'utilité de prioriser ces actions de sécurisation sur les médicaments les plus dangereux, parce que les médicaments à risque, c'est ça pour les patients. Par exemple, faire attention au stockage du KCL, rationaliser l'usage des insulines, harmoniser les unités, instaurer un double contrôle lors des intratécales. Donc, en fait, ce n'est pas la liste qui est importante. Et je rejoins vraiment ce qu'a dit Véronique, c'est vraiment l'utilisation, sa diffusion et l'utilisation qu'on va en faire. Et c'est ça qui sera regardé. La liste, c'est avant tout un outil d'analyse des risques et ça permet vraiment de prioriser les différentes actions d'amélioration. Christophe, Véronique, si tu veux compléter ou… Oui, je peux compléter parce que souvent en visite, on a la réflexion, mais tout est à risque, madame. Bien sûr que tout est à risque, mais à ma connaissance, j'ai jamais vu d'arrêt cardio-respiratoire avec du paracétamol ou d'hémorragie grave ou encore une hypoglycémie. Donc, c'est vraiment faire attention à des médicaments sur lesquels on sait que l'erreur de virgule ou de calcul ne pardonne pas.